Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Impact, le podcast du laboratoire Pacte à Grenoble. Dans cette 4e saison, nous allons décortiquer ensemble les sciences participatives. Quels en sont les cadres, les expériences à des niveaux locaux ou internationaux. Dans cet épisode, nous allons parler de projets d'aménagement des littoraux menés grâce à la participation des citoyens. Nos invités se sont appropriés l'outil vidéo pour le transformer en un appui à la recherche. Comment ? Alors, l'audiovisuel est un appui aux sciences sociales. Permet-il de moderniser la participation des citoyens ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce nouvel épisode. Bonne écoute ! Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Aujourd'hui, nous recevons Maëlle Banton, doctorante en géographie audiovisuelle à Pacte et au Lagam de Montpellier, accompagnée d'Élise Becht, enseignante-chercheuse en géographie à Pacte, que vous avez déjà pu entendre dans la saison précédente. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, première question, moi je viens d'entendre Arthur vous présenter Maëlle comme une doctorante en géographie audiovisuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la géographie audiovisuelle, c'est un courant assez récent de la géographie qui a pour volonté d'utiliser tous les outils audiovisuels, que ce soit le film, la vidéo, des formats courts comme longs, pour répondre à leurs questions de recherche. Donc c'est vraiment travailler avec et sur le film, à la fois en analysant le contenu des films, mais à la fois en produisant des outils, de la même manière qu'on peut produire des cartes ou des questionnaires. Donc, même s'il s'agit d'un courant récent, j'essaye de m'inscrire du coup dans cette continuité-là, en répondant à mes questions de recherche dont on va discuter aujourd'hui, par la mobilisation d'outils audiovisuels. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte pour recentrer un petit peu votre recherche. Cette thèse s'inscrit dans un projet de recherche-action plus large, financé par la région Occitanie et la Caisse des dépôts. C'est le projet e-débat, au sein du projet ATRE, Agora de l'aménagement des territoires résilients, dont une partie est pilotée par l'Université Paul Valéry de Montpellier et une autre partie dans laquelle je n'interviens pas est travaillée par l'INRAE. Vous venez de dire recherche-action. Qu'est-ce que c'est une recherche-action ? L'objectif d'une recherche-action, c'est à la fois de tester des hypothèses scientifiques, d'y répondre avec des méthodologies construites. On va du coup bien sûr toujours essayer de voir les questions de réplicabilité, les questions d'acteurs, quels sont les jeux d'acteurs, vraiment faire une analyse un peu écosystémique. Mais à la fois, c'est avoir des actions concrètes sur le territoire, donc avoir une vision opérationnelle. Et c'est ce que le projet dans lequel je m'inscris a comme vocation. Vous avez un double parcours de vidéaste et de géographe. Et votre thèse, elle est là aussi pour arriver à fabriquer des outils réplicables sur la recherche dont on va parler aujourd'hui dans le cadre des sciences participatives. Donc, on a compris que cette recherche, elle était très complexe. Quels sont les commanditaires de cette recherche participative ? Les commanditaires sont d'une part à l'échelon régional, la région, la direction de la mer avec laquelle nous travaillons. Donc on a des objectifs concrets avec eux sur nos méthodologies, donc faire avancer des nouvelles méthodologies de participation. Et à la fois finalement on a des sous-commanditaires puisqu'on a différents terrains d'études dans lesquels nous déployons nos méthodologies. Aujourd'hui, je vous parlerai des deux terrains qui constituent mes terrains de thèse, qui sont la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls. Là, c'est plutôt un double acteur département et parc naturel marin. Et le terrain d'une commune littorale de l'Hérault, Marseillan, où là, on travaille directement avec les élus. Cette recherche interdisciplinaire, outre se situer dans un programme de recherche-action plus large, eh bien, ces questionnements, ces hypothèses et cette approche entre la géographie et l'audiovisuel proviennent du coup d'un stage réalisé ici à Pacte il y a quelques années. Et effectivement, nous avons accueilli Maëlle dans le cadre du programme I2PRI, donc Impact de l'information préventive sur les risques, dans le cadre duquel Maëlle avait réalisé avec Claire Revol un film comme support pour mieux traduire un dispositif d'enquête assez original sous la forme d'une pièce de théâtre. Et c'est quelque part cette rencontre entre les sciences sociales et l'audiovisuel qui a été possible et que continue de mener Maëlle dans le cadre de sa thèse.
On précisera par ailleurs que cette vidéo est disponible sur la chaîne YouTube du Laboratoire PACT et que vous pouvez aller la consulter pour en savoir un peu plus. Ce que j'entends à travers ce que vous me dites, Maëlle, c'est que vous évoluez dans un cadre multidécisionnaire avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de strates en fait, de décision. Dans un tel contexte, quelle méthodologie est-ce que vous avez développée pour pouvoir travailler avec les citoyens ? Là, la méthodologie que je vais vous présenter, bien sûr, ce n'est pas moi seule qui la met en place, c'est toute l'équipe du projet dans lequel je travaille qui la met en place. C'est vraiment un objectif, notamment d'hybridation entre des actions en présentiel et des actions en numérique pour inclure au maximum le citoyen, quelles que soient ses disponibilités, quels que soient ses intérêts. Donc, nous essayons de mettre en place une méthodologie chronologique en commençant toujours par des actions, par exemple, d'acculturation, acculturer le citoyen aux problématiques qui sont en jeu pour ensuite, dans un second temps, pouvoir les discuter et les travailler avec eux. Ça, c'est la partie citoyenne. Mais il est très important de revenir sur tout ce travail préalable à ces actions avec les citoyens. Et donc, toute cette question, comme vous le disiez, de strates, de tous ces décisionnaires, finalement, il y a comme une concertation avant la concertation, puisqu'il faut réussir à se mettre d'accord tous ensemble sur quels sont les objectifs encourus, comment on va mettre en place finalement les actions pour que les citoyens soient bien encadrés et que leur contribution, leur participation puisse servir à quelque chose. Et dans ce cadre-là, la contribution de la communauté scientifique, elle consiste à offrir des cadres dans lesquels les citoyens ou les acteurs peuvent partager leurs différents points de vue. Ça consiste à les mettre autour d'une table, tout simplement, ou alors à imaginer des dispositifs qui leur permettent de partager leurs points de vue. Et ça permet au final de davantage les impliquer également. Donc ce côté millefeuille administratif et toutes les difficultés qui gravitent autour, on y reviendra dans un prochain épisode autour d'un autre projet. Là aujourd'hui avec vous, on va se concentrer sur la dimension participative des projets d'aménagement que vous étudiez. Concrètement, en quoi est-ce qu'elle consiste ? La recherche participative, on peut l'aborder de différentes manières. La manière dont nous la considérons, c'est qu'il s'agit de répondre à une demande d'acteurs du terrain ou des territoires et co-construire la réponse à cette demande ensemble, donc entre communauté scientifique et communauté opérationnelle. On peut faire notamment référence à un projet auquel j'ai participé qui s'appelle LithoSim, un projet qui consistait à développer une plateforme de simulation participative destinée aux élus et aux agents des littoraux de manière à les sensibiliser à la gestion du risque de submersion marine. Et cette démarche, elle impliquait les acteurs tout au long du processus de recherche. Par exemple, il s'agissait de les associer à la définition du modèle de la plateforme, de les associer à la validation des hypothèses, à les associer également dans les sessions de jeux sérieux associées à cette simulation participative. Donc c'était vraiment par les acteurs et pour les acteurs, au final, pour les amener à avoir davantage d'options pour l'aménagement de leur territoire en prenant en compte le risque de submersion. Mais là, dans ce cas-là, c'était pour les acteurs et pour les citoyens. En fait, faire de la participation, on peut l'envisager de deux manières. Soit on part du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. Donc soit on est avec des commanditaires précis qui ont une volonté d'action sur le territoire. Et donc, on va réfléchir à comment inclure les citoyens, quelle est la place qu'ils peuvent prendre. Et ça, c'est la démarche que nous développons, d'essayer d'inclure la parole citoyenne dans les projets d'aménagement. Soit une action inverse peut se produire, c'est-à-dire les citoyens réfléchissent entre eux sur des sujets qui leur semblent importants à faire émerger. Et dans ce cas-là, ils les font remonter aux décisionnaires. Pour revenir à nos projets, nous essayons d'inclure la parole citoyenne et faire de la participation où les citoyens vont pouvoir apporter leurs propres connaissances, vont pouvoir vraiment essayer d'influencer les décisions, mais à la fois qu'ils puissent apprendre et se nourrir de cette concertation. Donc il y a vraiment un enjeu de transfert, de partage. Ce n'est pas simplement l'un qui va vers l'autre, c'est vraiment des échanges. Votre objectif, donc, c'est de créer des outils audiovisuels réplicables dans des projets participatifs de ce type. Qu'est-ce que vous avez développé pour le moment ? J'ai une double formation, à la fois en géographie et à la fois en audiovisuel. Et de cette double formation, j'essaie vraiment d'avoir un regard, cette fois-ci transversal, de qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre. Et donc, j'essaie de mobiliser les outils audiovisuels de différentes manières, selon le stade où en est le processus participatif. Par exemple, nous développons des outils
de restitution des échanges en présentiel. Quand vous allez à un atelier en présentiel, il est important de faire des comptes rendus. Ce sont traditionnellement des comptes rendus écrits, parfois longs et complets, et souvent peu attractifs pour le grand public. Donc nous essayons, nous, de créer des outils plus compacts, comme par exemple la vidéo des restitutions par les acteurs eux-mêmes en 180 secondes. Donc c'est les participants qui, à la fin de l'atelier, grâce à un certain nombre d'exercices, vont pouvoir tirer les conclusions de l'atelier et donc finalement garder ce qui est le plus important pour eux à transmettre à la fois aux autres participants et à la fois donc aux commanditaires. Et ça, ces vidéos, elles sont ensuite mises en ligne sur une plateforme de débat numérique qui, dans notre projet, est Cartodébat. Et donc, ces vidéos, en plus d'être une restitution, donc d'être garante d'une transparence de ce que les acteurs eux-mêmes ont dit, elle va aussi impulser de nouveaux débats, puisque finalement, les gens vont pouvoir écouter et réagir à ce qui a été dit. C'est vraiment l'objectif de cet outil-là en particulier. Mais nous en développons d'autres. On a par exemple une carte interactive avec des vidéos témoignages où du coup on peut localiser ce que les gens pensent de leur territoire. On développe aussi des outils de restitution plus traditionnels, etc. Et ces différents outils audiovisuels sont également accompagnés d'un dispositif de suivi-évaluation de manière à pouvoir nous assurer que finalement ils produisent les effets attendus, et ce qui est quelque part une étape indispensable pour pouvoir valider la réplicabilité. Alors effectivement, ça pose deux questions. Premièrement, comment est-ce qu'on arrive à faire vivre les sciences participatives une fois qu'en fait votre mission à vous sur le terrain elle est terminée? Et découle une deuxième question. Comment est-ce qu'on fait un outil réplicable pour des personnes qui n'ont pas forcément les compétences techniques en vidéo et en son pour qu'ils puissent se réapproprier ces différents médiums? Ce sont d'excellentes questions. C'est là tout l'enjeu de la recherche, de cette thèse en tout cas. Notre objectif, c'est de produire des méthodologies d'outils. Donc, les vidéos produites sont des résultats produits au fur et à mesure de la concertation, mais ce ne sont pas des résultats qui serviront pour d'autres terrains. L'objectif est de fournir une méthodologie qui soit clé en main. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas de formation justement en audiovisuel, qui n'ait pas un gros budget non plus en matériel, parce qu'on sait que l'audiovisuel, c'est quelque chose qui coûte cher. Là, l'objectif, c'est qu'un projet qui souhaite se lancer, qui n'a pas beaucoup de subventions, qui n'a pas beaucoup de financement propre alloué à cette démarche participative, puisse, par exemple, avec un téléphone, avec des consignes simples et claires, reproduire les outils et aller vers, du coup, plus de dialogue, plus de transparence. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que les méthodologies, du moins, d'outils sont réfléchies. De la même manière que les PAD, prêts à diffuser, qui sont employés côté journalisme, où tous les journalistes vont avoir un schéma type à respecter pour pouvoir s'intégrer plus facilement, par exemple, dans un journal télévisé. Là, nous essayons de mettre en place une méthodologie que les gens puissent aussi suivre sans avoir de compétences, du coup, développées particulièrement là-dessus. Donc, c'est vraiment notre objectif de réplicabilité. L'objectif de ces outils, c'est qu'ils continuent, du coup, à pouvoir vivre par d'autres personnes. Mais en attendant, les outils produits actuellement sont tous en ligne, par exemple, sur les plateformes en ligne. Tous, ça reste à nuancer. La recherche est en cours, donc nous n'avons pas encore tous les résultats produits. Mais au moment de la diffusion, toutes les vidéos seront en ligne et donc disponibles sur les plateformes de débat en ligne. Élise, je crois que vous avez envie de compléter cette proposition de qu'est-ce qu'on fait de la recherche une fois que les chercheurs sont plus sur le terrain. Oui, tout à fait. Je crois qu'une des clés du succès, de la pérennité de ces outils, c'est d'intégrer dès le départ dans les projets la dimension transfert. C'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet Lithosim, où nous avions imaginé, parmi les différents axes du projet, un axe qui était spécialement dédié à cette opération de transfert. Ce transfert s'est opéré par l'organisation de formations destinées à des futurs animateurs des ateliers, puisqu'effectivement, ces ateliers nécessitent des compétences un peu techniques. Et donc pour cela, on s'est appuyé sur le CEREMA, sur le réseau d'observatoires du littoral Normandie-Hauts-de-France et sur les centres permanents d'initiation à l'environnement qui désormais se mobilisent pour pouvoir aller animer des ateliers Lithosim dans les territoires. Il y a aussi la compétence média et il y a quand même de plus en plus de Media Lab, au même titre que les Fab Labs,
qui se développent sur les territoires. Est-ce que vous avez peut-être une collaboration avec ces centres ? On n'en a pas actuellement, mais ça fait partie des pistes envisagées. D'autant plus que le projet de recherche-action dont je vous parlais, IDEBA, dans lequel cette thèse s'inscrit, avait initialement l'objectif de créer un tiers-lieu de la participation. Mais là, c'est encore d'autres questions de financement et justement de pérennisation de ce type de lieu si les subventions s'arrêtent. C'est toujours une question importante. Mais donc, se rapprocher de d'autres types de structures existantes serait complètement pertinent. On le voit dans cette recherche et on le verra par la suite dans les autres projets qu'on va mettre en lumière sur cette saison 4 d'Impact. La science participative, elle va beaucoup plus loin que vos terrains de recherche. Elle va aussi sur de la recherche de la science participative, de comment est-ce qu'on fait les citoyens de demain, quoi. C'est ce que j'entends aussi. Et ça me raccroche à la question en fait, que je me pose. Vous mettez beaucoup d'outils en place. Est-ce qu'on a une idée du fait ou pas que cela favoriserait plus ou moins la participation des citoyens, en sachant qu'il y a quand même des études en sociaux qui montrent que les gens ont beaucoup moins de temps, qu'il y a de moins en moins de gens qui sont syndiqués, par exemple, ce qui montre qu'on est peut-être moins investi. Pourtant, les politiques publiques vont vers ce que vous disiez, Maëlle, sur la prise en compte de la vie des citoyens. Est-ce que les outils et la démarche que vous mettez en place sur les 2 terrains des bords de littoraux montrent que les gens ont envie de s'impliquer parce que la science et les politiques leur tendent la main ? Bien là, vous pointez du doigt toute la question et tous les enjeux de la participation telle qu'elle est actuellement. Je ne pourrais bien sûr pas répondre à toutes ces questions, d'autant que la recherche est actuellement en cours de réalisation. Donc nous n'avons pas encore malheureusement tous les résultats à disposition pour dire si en effet les impacts que nous essayons d'avoir ont vraiment eu lieu. Mais en tout cas, on peut déjà constater que certains des outils mis en place ont un effet positif, dans le sens où les acteurs impliqués se sont sentis plus écoutés. Il y a eu finalement une espèce de garantie de la transparence. Si vous m'enregistrez, si vous mettez ma parole, par exemple, sur une plateforme en ligne, eh bien, je sais qu'à n'importe quel moment de la concertation, je pourrais y revenir dessus et dire « Vous voyez, j'avais dit ça à tel moment ». Donc, c'est vraiment une garantie d'une transparence dans les échanges. Donc ça, c'est déjà un des grands voyants au vert. Mais concernant les autres questions, qui sont qui veut s'impliquer, je vous dirais que pour l'instant, ça reste quand même les mêmes qui s'impliquent et qui ne s'impliquent pas. C'est-à-dire que même si nous essayons d'aller chercher de nouvelles personnes, ceux qui sont souvent soit marginalisés, soit plus invisibles, soit qui n'ont pas le temps tout simplement de participer à ce type de processus, nous allons rencontrer les mêmes difficultés que par exemple d'autres chercheurs, etc. Ça reste souvent les personnes qui ont un impact direct par ce projet d'aménagement qui vont vouloir s'impliquer et participer davantage. Et là, dans ce cas-là, on va avoir de fortes mobilisations. Cette mobilisation, elle est à entretenir. Parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent se sentir lésées, etc. Donc, nous avons vraiment un objectif de montrer que l'avis de tous est important et d'essayer de l'inclure au maximum dans les délibérations finales. D'autant, effectivement, que ce projet, il revêt un enjeu social et politique. Oui, c'est vrai que dans ces cas-là, la question de la transparence, elle est essentielle et elle peut être garantie par la retranscription fidèle de ce qui a été dit et par l'enregistrement via des capsules vidéo. Finalement, c'est une manière de garantir cette transparence. Quelque part, ça permet d'éviter que des commanditaires détournent les outils développés par la communauté scientifique à leur profit. Et c'est notre rôle en tant que chercheurs d'accueillir la diversité des opinions en gardant une position neutre, mais en tout cas de permettre là d'accueillir ces opinions sans jugement et d'offrir finalement l'expression de l'ensemble des possibles. Merci beaucoup Élise, la conclusion est toute trouvée. On a bien compris l'enjeu de cette recherche et même si c'est loin finalement de la montagne, c'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et dans quoi le laboratoire Pacte est engagé. Merci beaucoup à toutes les deux, Maëlle Menton et Élise Beck, d'avoir été présentes avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.
Impact saison 4, épisode 2, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que l'échange vous a plu et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Julien Lévy et Gabriel Uri-Bellarea. Nous parlerons ensemble des sorties d'hébergement et de comment ces expériences singulières de vie peuvent devenir partageables dans un cadre scientifique. À très vite dans Impact, le podcast pour comprendre les sciences sociales.